Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce conseil municipal. Je souhaitais juste vous informer que nous avions aujourd'hui, en plus de l'équipe qui retransmet donc ce conseil municipal, la visite de Monsieur Aubrin, qui est le photographe qui est derrière vous. Monsieur Aubrin est un de nos administrés, il est en train de travailler sur une expo photo concernant le Haillan et donc il m'a demandé l'autorisation de venir prendre quelques photos du conseil municipal, autorisation que je lui accordais bien volontiers. Et donc on attend avec impatience le résultat de ces travaux, puisque de ce que j'en ai compris, il pourrait y avoir une expo photo dans le hall de l'entrepôt. Voilà. Alors, j'ai quelques procurations, celle de Thierry Brunel au profit d'Éric Fabre, celle d'Hélène Prokofiev pour Patrick Mérian. Cécile Agello a donné procuration à Agnès Saint-Genès, qui ne devrait pas tarder à arriver, et Jean Fourcault à Pierre Chaigne. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Éric Fabre et comme secrétaire de séance suppléant Nathalie François. Nous avons donc adopté les PV des conseils de novembre, décembre et février, donc suite à des oublis qui avaient été malheureusement notés effectivement sur les procurations et les heures d'ouverture de séance. Nous n'avons pas encore le PV du mois de mars, vous l'aurez, je pense, au conseil de juin. On vous proposera de l'adopter à cette occasion-là. Alors, pour ce qui concerne donc, ces PV de novembre, décembre et février, est-ce qu'on peut considérer que nous pouvons les adopter? Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Non. Donc, il y a pas de vote contre, pas d'abstention non plus, donc nous considérons qu'ils sont adoptés. Alors, avant les communications officielles, vous le savez, donc il y a traditionnellement un certain nombre d'informations dont je vous fais part. Je souhaitais vous faire part plus particulièrement de deux d'entre elles. La première concerne les survols de Rafale sur la commune. Vous l'avez peut-être constaté comme nous avec bonheur. Les Rafales ne volent plus depuis la fin avril en fait sur la commune. Initialement, Dassault nous avait annoncé des survols entre le 8 avril et en gros le 8 juin. Il se trouve que les conditions météo ont permis a priori aux pilotes qataris de réaliser leur formation dans des délais beaucoup plus courts. Et donc, nous ne devrions pas revoir les Rafales avant normalement l'automne prochain. Nous avons rencontré il y a peu l'association Esino-Ayanès de lutte contre les nuisances de l'aéroport. Et la proposition conjointe que nous allons faire avec l'association, c'est d'organiser une réunion publique, probablement au mois de septembre, sur ce sujet, puisque des réunions de ce type ont été organisées dans les autres communes, avec Dassault, avec les services de la DGAC en particulier. Et donc nous proposerons aux Ayanais de venir et puis d'exprimer leur éventuel mécontentement, puisque nous avons eu quelques remontées, notamment sur ces fameuses procédures de break qui permettent aux pilotes d'atterrir et dont les trajectoires débordaient largement ce qui nous avait été initialement annoncé. Donc nous avons systématiquement renvoyé vers qui de droit. Autre information, il s'agit de l'ouverture de deux concertations. Une première concerne un projet ancien que nous voyons redémarrer à nouveau, c'est celui du parc des Jalles. Nous faisons une première partie de concertation volontaire. Donc le parc des Jalles concerne 10 communes, dont le Haillan, en particulier donc, sur toute sa partie nord. C'est toute la partie boisée qui se situe en fait au nord de la piste cyclable. Il y a d'ores et déjà eu 2 journées de concertation à la fois ouvertes aux professionnels, mais aussi au grand public. Et je vous invite, si vous êtes disponible, à venir participer à la 3e journée qui aura lieu le 25 juin prochain. Donc les horaires seront bien évidemment donnés à la fois sur le site internet de la ville, notre page Facebook, mais aussi relayés dans la presse. Je pense qu'il est important qu'on s'empare de ce dossier. C'est un très très beau projet. Et l'objectif, c'est d'arriver à donner une vraie identité en fait à ce parc, puisqu'il n'en a pas vraiment, et de voir quelles sont les attentes de l'ensemble des parties prenantes, certes des propriétaires fonciers, des maraîchers, mais aussi de la population d'une manière générale par rapport à ce parc. Et une autre concertation donc qui concerne, elle, l'opération d'intérêt métropolitain Bordeaux Aéroparc, dont nous faisons partie avec nos villes voisines de Saint-Médard-en-Jalles et de Mérignac. Donc il y aura une réunion ouverte au public le 14 juin prochain entre 12h et 14h au pôle territorial ouest.
Là aussi, c'est un projet qui nous concerne directement, qui concerne cette fois-ci non pas l'environnement, bien que, mais le développement économique. Et moi, je vous invite là aussi à venir écouter et discuter sur les différents projets qui nous concernent. Nous avons passé là 2 jours d'ailleurs avec mes collègues maires ainsi que le maire de Bordeaux qui a en charge l'attractivité économique donc à Bordeaux Métropole. Nous avons donc passé 2 jours à Munich pour aller voir des expériences inspirantes d'aménagement économique et nous y avons vu d'ailleurs des choses très intéressantes sous une météo très humide, mais il n'en demeure pas moins que nous avons vu des choses qui pourraient vraiment nous inspirer. Alors, en ce qui concerne les communications officielles, donc en application des articles L2122-22 et -23 du Code général des collectivités territoriales et de la délibération numéro 414 du Conseil municipal du 4 avril 2014, je vous informe que j'ai été amenée à signer les décisions municipales suivantes. Tout d'abord, 2 décisions qui concernent l'agenda 21 et la politique d'éducation à la nature en ville. Nous avons donc mis en place un cycle d'intervention durant l'année scolaire 2018-2019 qui ont été proposés notamment aux écoles maternelles et élémentaires. Donc, ces animations ont été confiées d'une part à la Ligue de protection des oiseaux, pour faire découvrir donc, et sensibiliser les plus jeunes à la préservation des espaces naturels et des espèces. Donc cette convention a été signée pour une somme forfaitaire de 800 €. Dans le même ordre d'idées, toujours dans cet esprit d'éducation à l'environnement, j'ai donc signé une convention avec la FDAAPPMA 33, une convention qui fixe aussi donc des modalités d'intervention pour une somme forfaitaire de 150 €. Il s'agit de 2 associations qui sont bien évidemment reconnues par l'inspection académique et dont le contenu des enseignements sont bien sûr validés. J'ai aussi été amenée à renouveler l'adhésion 2019 au Club des territoires 1+ bio pour un montant de 225 €. Pour la ville du Haillan, c'est Carole Guerre, qui est aussi notre conseillère départementale, qui siège donc dans cette association, dont le but est d'introduire progressivement davantage de bio donc, dans les cantines et de lutter en particulier contre le gaspillage alimentaire. Voilà. Alors, on revient à l'agenda 21. Donc, j'ai signé aussi une convention avec l'association des jardins cuisiniers pour un montant de 1 000 €. Alors, il s'agit de travailler avec cette association sur le développement de l'expérimentation du compostage collectif. Donc, il y a déjà un composteur collectif qui existe aujourd'hui sur le parc du Ruisseau, dont les habitants d'ailleurs se sont emparés. Et il y aura donc une deuxième implantation donc, dans le quartier de Tanaïs. Et donc, c'est cette association qui aidera, avec les services de la ville, les riverains à travailler ensemble pour faire du compost. Compost, bien évidemment, après réutilisable par tout un chacun pour pouvoir voilà, amender son terrain et pouvoir cultiver de manière vertueuse son jardin. J'ai aussi été amenée à accepter une indemnité de 632,70 € qui nous a été proposée donc, par la SMACL au titre d'un sinistre survenu le 19 décembre 2018 par vandalisme. Il s'agissait d'une vitre de porte basse cassée d'une rayure porte donc, sur Bel Air et d'inscrire donc, cette somme au compte 7 788 produits exceptionnels divers pour l'exercice 2018. Et enfin, de retenir la société Atlantique Réseau dans le cadre donc d'un accord cadre, l'accord cadre numéro 2019-01, qui a pour objet la maintenance donc de l'éclairage public sur le territoire de la commune pour un montant annuel de 40 000 € hors taxe. Avant de passer à l'ordre du jour du conseil municipal, nous avons souhaité, avec Philippe Rouzet, vous faire une présentation des activités en fait, du CCAS, un peu sous forme de bilan d'activité, parce que le CCAS a une action discrète au profit des plus fragiles, mais il n'en demeure pas moins qu'il est toujours intéressant de savoir quels sont en fait les différents domaines qui sont couverts et surtout le travail quotidien donc, de nos travailleurs sociaux. Et donc je vais céder la parole donc, à Philippe Rouzet qui va vous faire donc, cette présentation synthétique dont le but est voilà, de vous donner un panorama aussi complet que possible et aussi précis que possible du travail donc, de notre centre communal d'action sociale. Merci Madame le maire de me donner l'occasion de présenter ce service ô combien utile dans notre collectivité. Je vais vous donner quelques chiffres parce que les chiffres, il faut bien les donner, mais je crois que la raison principale de ce service, c'est avant tout l'humain et les relations qu'on peut avoir avec une population en difficulté, voire en précarité. Donc je vais vous dérouler les chiffres, on va peut-être les commenter si vous le souhaitez.
On va les commenter si vous le souhaitez, mais je crois que vous me permettrez d'insister surtout sur les relations humaines que crée ce service à l'intérieur de notre ville. Donc au niveau du budget du CCAS, comme vous pouvez le remarquer, donc je ne vais pas vous lire tous les chiffres, d'abord parce que je sais que vous tous, vous savez lire, donc ça serait une perte de temps, mais si un chiffre vous interpelle, vous n'hésitez pas à me poser des questions si nécessaire. Donc au niveau des grandes lignes, bon, vous remarquerez que c'est la commune qui finance en grande majorité le CCAS. Au niveau des dépenses, il y a donc les charges de personnel. À ce sujet, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier et féliciter le personnel du CCAS, qui sont des gens dévoués et compétents et qui ont absolument la notion du service public. Au niveau de la composition de ce service, il y a donc une directrice, 3 travailleurs sociaux à mi-temps, 2 agents d'accueil et un contrat aidé qui participe à l'accueil et à l'administratif. J'aimerais également associer les 2 élus qui travaillent en direct avec le CCAS, Rose Sarlandi, qui a fait un travail admirable au niveau de le handicap. Elle a notamment lancé la semaine Vivre ensemble avec nos différences que tout le monde connaît. Et Nicolas Guillen, qui a réussi l'exploit de devenir le papa de tous les aînés, ce qui n'est pas évident à faire. Maintenant, si aucun de ces chiffres vous interpelle plus que ça, on va passer aux différents accueils. Donc, on se rend compte qu'au niveau du CCAS, alors bien sûr, là, on parle des chiffres 2018, hein, c'est-à-dire que les chiffres que l'on a et qui sont clôturés. Il y a eu 2413 visites, ce qui est quand même un nombre relativement considérable. Et vous voyez donc les différentes aides qu'on peut amener, administratives, domiciliation, etc., etc. Et il y a eu 793 appels téléphoniques. Voilà. Donc, il faut savoir que lorsqu'on reçoit ces personnes, on voit que le nombre d'accueils est important, mais on reçoit des personnes aussi qui ont besoin d'être accueillies. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de les recevoir, il faut prendre le temps de leur expliquer. Et je profite aujourd'hui pour tirer la sonnette d'alarme sur la future fracture numérique qui va nous tomber dessus. En effet, on reçoit de plus en plus de gens qui sont complètement en dehors de l'informatique pour différentes raisons. En France, il y a malheureusement encore des personnes illettrées. Il y a en France des personnes d'origine étrangère. Et il y a en France des personnes totalement réfractaires à l'informatique. Cela nous demande un accueil supplémentaire, une attention supplémentaire. Avec la bibliothèque, des stages ont été mis en place pour aider les personnes en difficulté. Mais c'est vrai qu'il faudra faire énormément attention à cette fracture numérique qui fait que des gens vont rester encore plus longtemps au bord de la route. Au niveau de l'accompagnement, il faut savoir qu'au niveau du CCAS, on suit les personnes isolées et les couples sans enfants. La réglementation fait que c'est la mission départementale de la santé et de l'insertion qui suit les couples avec enfants. Donc ça, c'est bien à préciser, puisque vous êtes des élus, on peut vous poser la question. Et donc, au niveau du social, seules les personnes isolées et les couples sans enfants sont suivis par le CCAS. Par contre, en ce qui concerne le logement et autres, bien entendu, toute personne habitant le Haillan peut déposer un dossier. Nous allons peut-être passer aux seniors. Alors, vous voyez les différentes activités consacrées aux seniors.
Les seniors au Hayan se portent bien, ils nous le montrent souvent, et c'est agréable de voir ça. Il y a notamment des activités qui vraiment fonctionnent très bien, notamment la sortie printanière, le séjour vacances. Il faut savoir là aussi qu'au niveau du séjour vacances, avec les aides qu'on obtient, un senior qui n'est pas imposable ne paie que la moitié du séjour, en sachant qu'un séjour en fonction des activités tourne autour de 400 €. Donc là aussi, on se rend compte que grâce au CCAS, il y a des gens qui peuvent partir une fois dans l'année en vacances. C'est la seule fois où ils partent en vacances. Et on est très fiers et très heureux de cette possibilité. Au niveau du... Alors toujours pareil, si vous voulez m'arrêter sur des chiffres, vous n'hésitez pas. Au niveau du logement. Au niveau du logement, il faut savoir qu'on a 9 qui sont tous occupés pour différentes raisons. Différentes et voire parfois qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. C'est vraiment, je dirais, un logement, un cas particulier. Il n'y a pas un cas qui ressort de ces logements d'urgence et on y trouve toute personne qui se retrouve à la rue pour différentes raisons. Il faut savoir qu'au Hayan, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui travaillaient et qui néanmoins dormaient dans leur voiture, ce qui prouve bien l'état de notre société actuelle. Il faut savoir que, contrairement à ce qu'on peut prétendre, il est difficile pour beaucoup de personnes de venir frapper à la porte du CCAS. On s'est rendu compte que beaucoup de gens n'utilisaient pas leurs droits. Il est bon de rappeler les devoirs des gens, je crois que c'est normal. Il est bon aussi de leur rappeler qu'ils ont des droits et qu'il faut qu'ils les utilisent. Vous verrez au niveau de ces chiffres qu'il y a aussi de la domiciliation. Donc la domiciliation, c'est des gens qui sont sur le Hayan mais qui n'ont pas d'adresse fixe. Cela leur permet bien sûr de recevoir le courrier au niveau du CCAS et de pouvoir avancer dans leurs différentes démarches. Ce fut un zoom un peu rapide, mais j'aurais pu sortir des graphiques, des tableaux, etc. Mais je crois que l'essentiel, je l'ai dit au début de mon intervention, c'est un service qui est là pour soutenir, je ne dirais pas les plus précaires, parce qu'il n'y a pas que les plus précaires qui viennent frapper à la porte du CCAS. Hein. Alors je ne vais pas donner bien sûr de nom ni d'exemple précis, mais actuellement on rencontre de plus en plus ce type de problématique. C'est un jeune couple qui travaillait à l'extérieur de la Gironde. L'homme a été muté sur Bordeaux. Ce jeune couple a fait un enfant, a acheté une maison. La femme, pour suivre son mari, a abandonné son travail. Au bout de 2-3 ans, le couple divorce. La maison est vendue, mais le crédit est encore important à payer. Et on se retrouve avec une femme qui n'a plus d'emploi et un enfant à charge. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus stigmatiser les gens qui vont au CCAS. On trouve toute personne au CCAS. On est content d'aider tout le monde. La solidarité passe par là. La redistribution passe par là. Et je remercie encore Madame le maire de m'avoir confié ce service. Merci Monsieur Rouzet. Alors peut-être quelques petits points sur lesquels moi je souhaitais attirer votre attention. La problématique du logement, qui est une problématique générale d'ailleurs, hein, pas hayano-hayanaise, mais qu'on retrouve sur la métropole d'une manière générale, comme on le retrouve d'ailleurs dans toutes les grandes villes. On l'a bien vu depuis le début du mandat, par exemple, le nombre de demandeurs de logement social a fait un bond de 50% sur la commune. On avait à peu près 400, un peu plus de 400 demandes de logement social au début du mandat.
Nous en sommes aujourd'hui aux alentours de 600. Donc c'est révélateur d'une véritable crise parce qu'aujourd'hui, un jeune ménage ou même une personne seule a les plus grandes difficultés à se loger dans le parc privé. D'abord parce que les loyers sont élevés et puis parce que de plus en plus de propriétaires privés demandent des garanties et on ne peut pas le leur reprocher, mais il n'en demeure pas moins que du coup il y a un effet d'éviction et que c'est très difficile de se loger, y compris lorsque on travaille mais qu'on a un tout petit salaire. Autre phénomène que nous n'avions pas il y a encore quelques années, nous venons de découvrir que nous avions des marchands de sommeil sur la commune. Alors pour moi, c'est quelque chose de particulièrement choquant parce qu'effectivement, Le Haillan a la réputation d'une ville, on va dire, relativement aisée. C'est vrai que le potentiel fiscal est important. Et bien pourtant, il y a des marchands de sommeil sur cette commune. Donc sachez-le, à la fois le service urbanisme, mais aussi le service social, le CCAS, ont une démarche concertée pour faire la chasse à ce genre de personnes qui n'hésitent pas à louer des logements qui sont totalement insalubres, voire à louer des logements qui ne sont pas des logements, c'est-à-dire des bureaux qui sont plus ou moins transformés. Et je peux vous dire qu'il n'y aura aucune pitié pour ces gens-là sur la commune, en tout cas tant que moi je serai là. Concernant les seniors et les départs en vacances, Nicolas nous le dirait encore mieux, ce système de départ en vacances pour les seniors, enfin moi je suis toujours très touchée parce qu'à chaque fois on a une, deux personnes, souvent des dames seules, âgées, pour qui c'est la première fois qu'elles partent en vacances. Quand vous arrivez à 65 ou 70 ans, que vous n'avez jamais pu partir en vacances, c'est un véritable événement pour ces personnes et on est très content de pouvoir les accompagner là-dessus. Pour ce qui concerne les domiciliations, on a eu une année un peu record en 2018, mais vous savez pourquoi? C'est parce que nous avions le campement de la rue de Vanteille et qu'effectivement, la plupart des familles qui étaient installées sur ce bidonville, de manière naturelle, viennent se faire domicilier effectivement dans la mairie où elles sont, enfin sur les territoires où elles sont installées. Donc on a eu effectivement une augmentation tout à fait considérable. Les chiffres ont retrouvé des proportions un petit peu plus normales puisque, comme vous le savez, ce campement donc a été évacué en fait de manière volontaire d'ailleurs puisqu'ils sont partis d'eux-mêmes et donc mécaniquement nous radions bien évidemment les personnes qui ne sont plus sur le territoire de la commune et c'est à elles ensuite d'aller se domicilier là où elles se trouvent. Pour la plupart d'entre elles, elles sont parties d'ailleurs sur la ville de Bordeaux. Et puis pour finir, Philippe Rouzet l'a souligné, effectivement cette problématique de la fracture numérique et de ce qu'on appelle un nom un peu barbare, l'illectronisme, c'est une véritable préoccupation pour nous. Alors souvent on pense que ça ne concerne que les seniors, c'est le cas. Effectivement, nous, on a aujourd'hui une bénévole qui vient faire, je crois, 2 demi-journées au moment de la déclaration de revenus pour aider les seniors et les accompagner parce que d'ici 2-3 ans, il n'y aura plus du tout de déclaration papier. Et pour certaines de ces personnes, c'est un peu la panique. Elles n'ont pas été élevées voilà, dans cette culture voilà, du tout électronique. Pour elles, ça représente une véritable difficulté. Donc voilà, on a des bénévoles qui nous aident à ça. C'est aussi, et Philippe Rouzet l'a rappelé de manière très pertinente, c'est un obstacle à faire valoir ses droits. Aujourd'hui, quasiment toutes les démarches, notamment celles que vous pouvez faire auprès de la CAF, par exemple, auprès de Pôle emploi, tout se passe sur une plateforme informatique. Donc, si vous n'avez pas accès à un ordinateur, si vous ne pouvez pas vous connecter très régulièrement à vos comptes, vous pouvez perdre vos droits. Et quelquefois, vous pouvez ne même pas les faire valoir parce qu'il suffit que la plateforme ne fonctionne pas et les personnes se découragent très vite et elles préfèrent laisser tomber. Et finalement, elles ne vont jamais avoir accès à des droits élémentaires comme l'indemnisation, par exemple, au chômage. Et ça, c'est vrai que c'est une véritable problématique aujourd'hui. Et ça touche y compris des jeunes qui pourtant, eux, ont été élevés dans l'informatique et ils sont relativement, on va dire, débrouillards avec tous ces outils modernes. Ce qui fait que lorsque nous avons travaillé sur la convention territoriale globale avec la caisse d'allocation familiale, c'est un des axes sur lesquels nous allons travailler. C'est justement le recours et l'accès aux droits et donc ce fameux électronisme va faire partie donc d'un travail de fond de la part des élus et des services de manière à réduire cette fameuse fracture numérique qui peut mettre effectivement certains de nos administrés en très très grande difficulté. Y a-t-il des questions ou des remarques à faire sur cette présentation que vous a fait Monsieur Rouzet? Non, rien de particulier. C'était complet, c'était parfait. Donc, je ne vous le fais pas dire.
Très bien. Donc nous n'avons pas de vote, hein, bien sûr, sur cette présentation. Et nous allons passer donc au point suivant. Alors, en l'occurrence, donc, une proposition de motion. Alors, délibération 32-19, motion relative au projet de loi École de la confiance. Rapporteur, Madame le maire. Alors, vous en avez probablement entendu parler, surtout si vous avez peut-être des enseignants dans votre famille ou si vous avez des enfants scolarisés. Il y a aujourd'hui à l'étude au Parlement donc un projet de loi dit École de la confiance. Et nous sommes de très nombreux élus à nous inquiéter au sujet du contenu que pourrait avoir ce texte. Alors, aujourd'hui, ce texte a été donc adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Il est en train d'être étudié par le Sénat, qui a déjà apporté un certain nombre d'amendements, mais vous connaissez tous le processus législatif. Ça va retourner ensuite à l'Assemblée nationale, et donc les amendements qui ont été faits par les sénateurs seront retenus ou pas. En l'occurrence, donc, on voulait vous soumettre cette motion pour exprimer donc notre inquiétude concernant ce projet de loi qui a donc été adopté, comme je vous le disais, à l'Assemblée nationale en première lecture. D'une part, donc sur la forme, nous déplorons, comme beaucoup de municipalités, une absence totale de concertation à 3 niveaux. Tout d'abord, dans l'élaboration du texte législatif, que ce soit avec les enseignants qui sont quand même les premiers concernés, les associations de parents d'élèves ou encore les collectivités territoriales, en particulier les communes, puisque vous le savez, nous avons une partie de la compétence scolaire avec la construction et l'entretien donc de nos écoles ou encore en matière de carte scolaire. Toujours sur la forme, donc un deuxième point d'inquiétude, c'est la remise en question des conseils départementaux de l'éducation nationale, ce que nous appelons les CDEN, qui sont considérés aujourd'hui par le ministre comme des assemblées, je cite, fastidieuses où on cultive le jeu de rôle. Fin de citation. Pour rappel, il s'agit ni plus ni moins que des instances de coéducation où l'intégralité des partenaires éducatifs se retrouvent autour d'une table pour discuter des problématiques de sectorisation ou de carte scolaire. Donc c'est un véritable outil de mixité sociale. Supprimer les CDEN voudrait dire finalement qu'on met un mouchoir ou un étouffoir sur ces systèmes de sectorisation. Enfin, toujours sur la forme, donc la dévalorisation des conseils d'école et des conseils d'administration de collège, dont a priori, l'avis ne serait pas sollicité dans la création de ce qu'on appelle les établissements publics des savoir-faire fondamentaux, les EPSF, qui regrouperaient donc un collège et une ou plusieurs écoles de secteur de recrutement de ce collège. Sur le fond, nous protestons aussi contre la dégradation du service public d'éducation, qui est le fondement même de notre République. Notamment, nous regrettons la création donc, de ces fameux EPSF, qui portent atteinte au maillage territorial en matière d'éducation et qui amènent à la suppression des postes de directrices et de directeurs d'école, dont la tâche serait donc désormais dévolue à des principaux adjoints de collège, qui seraient des sortes de super managers, éloignés donc des réalités des écoles. Comme le maire est le pilier de la démocratie locale, le directeur d'école est l'un des principaux représentants de l'école républicaine dans les territoires. Il a non seulement la confiance des enseignants, mais aussi la connaissance des enfants et la proximité nécessaire à une réponse de qualité aux problématiques des parents d'élèves. Enfin, donc, la réforme de la formation des enseignants permettrait de confier dans ce texte jusqu'à 8 heures de cours hebdomadaires à des étudiants de licence dans des établissements primaires ou secondaires, tout cela au détriment d'une qualité d'enseignement et pour répondre à des logiques assez incongrues de restrictions budgétaires en permettant d'assurer des remplacements effectués par des étudiants payés à moindre coût et à la formation pas tout à fait aboutie. Par conséquent, le maire et le conseil municipal s'opposent fermement à ce projet de loi qui va à l'encontre du service public de proximité de l'école. Il est demandé le respect des principes de concertation et de coéducation, le maintien du statut de directeur d'école et la considération à sa juste valeur du métier d'enseignant, notamment dans le cadre de la réforme de la formation. Donc nous vous proposons, bien sûr, après discussion, si ça s'avérait nécessaire, d'adopter cette motion. Avez-vous des remarques ou des questions concernant ce projet de motion? Monsieur Chaigne? Oui, Madame le maire. Dans votre motion, vous dénoncez la forme et le fond du projet de loi École de la confiance. Sur la forme, je cite, « Nous déplorons une absence totale de la concertation. » Fin de citation. Sur ce point, nous constatons que le gouvernement pratique de la même manière que vous faites avec votre opposition. En effet, par exemple, pour ne prendre que cet exemple,
Pour cette motion, vous nous demandez de voter un texte pour lequel nous n'avons été ni concertés ni associés à sa rédaction. Vous dénoncez, je cite, la dévalorisation des conseils d'école dont l'avis ne sera pas sollicité pour la création d'établissements publics des savoir-faire fondamentaux. Fin de citation. L'article 6 quater précise « L'accord de la municipalité et du conseil d'école sera une condition nécessaire à la réalisation du projet. Le maintien de la fonction de directeur d'école. » Sur le fond, je vous cite, « Nous regrettons la création des EPSF qui portent atteinte au maillage territorial en matière d'éducation et qui amènent à la suppression des postes de directeurs d'école. » Fin de citation. Comme je viens de le dire, l'article 6 quater précise « Le projet n'imposera jamais le regroupement des écoles sur un site unique et le maintien de la fonction de directeur d'école. » Vous regrettez aussi, je cite, la réforme de la formation des enseignants qui permet de confier jusqu'à 8 heures de cours hebdomadaires à des étudiants de licence dans des établissements primaires ou secondaires, tout cela au détriment d'une qualité d'enseignement et pour répondre à des logiques incongrues de restrictions budgétaires et permettant d'assurer des remplacements effectués par des étudiants payés à moindre coût et à la formation non aboutie. Fin de citation. L'article 14 crée un dispositif de notre point de vue ambitieux de pré-professionnalisation qui poursuit 3 objectifs. Permettre une entrée progressive dans la carrière de professeur, améliorer l'attractivité et une meilleure compréhension du métier en ouvrant plutôt aux étudiants qui le souhaitent l'expérience de l'enseignement, accompagner des étudiants en situation financière moins favorisée jusqu'au concours de recrutement. En réalité, ce dispositif s'adresse aux étudiants de 2e année de licence jusqu'en 1re année de master et payé 693 € net en licence de 2e année, 963 € en licence 3e année et 980 en master 1re année. Compte tenu de ce que je viens d'évoquer, nous considérons que votre motion est plus politique qu'objectif. En conséquence, nous ne participerons pas à ce vote. Très bien. Alors, je ne reviendrai pas sur les différents points. Tant que le texte est à l'étude, on ne sait pas ce qu'il en sera. Nous, l'objectif de la motion, c'est simplement d'alerter sur un certain nombre de points qui nous inquiètent. On a rarement eu autant d'enseignants en grève depuis fort longtemps et autant d'enseignants dans la rue. C'est qu'il doit y avoir un motif. L'enseignant n'est pas un gréviste pathologique, je peux vous dire. Il y a aussi de la désinformation. Comment ? Il y a aussi de la désinformation. Je pense que la plupart des enseignants sont au contraire très très bien informés. Ce qui me fait dire aussi que la réforme ne doit pas être si bonne que ça, c'est que vous avez une levée de bouclier des fédérations de parents d'élèves. Et donc, il est quand même assez rare qu'il y ait une telle mobilisation de leur part, que vous ne partagiez pas. Alors ça, c'est tout à fait libre à vous. Si vous ne participez pas au vote, vous ne participez pas au vote, on le notera en tant que tel. En tout cas, nous, on a une inquiétude légitime sur cette réforme. Quand même, ce que vous me dites sur les étudiants en licence, ça veut dire qu'on fait enseigner à des gens qui ne sont pas titulaires du concours. C'est quand même tout à fait problématique. Moi, j'ai jamais vu ça s'est jamais vu avant. On obtient le concours et ensuite on devient stagiaire. Oui, ça c'était l'ordre, c'est dans l'ordre des choses. En revanche, commencer à faire enseigner des jeunes dont la formation est purement académique et qui n'ont jamais eu une idée de ce que c'est que gérer une classe, ça semble quand même problématique. Je pense que s'il y a des enseignants dans la salle, ils doivent comprendre de quoi je parle. Ça ne s'invente pas. C'est un métier et on est formé pour ça. On ne fait pas de la garderie. D'accord ? Ce dispositif tel qu'il nous est présenté en l'état actuel du texte est pour le moins inquiétant pour l'avenir de nos enfants, parce que l'éducation, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut transiger et qui nécessite donc des professionnels. Mais je note donc que vous ne souhaitez pas participer au vote sur ce document, sur ce texte. Donc je vous propose que nous passions au vote. Y a-t-il des votes contre ?
Non. Donc, des abstentions? Non, on participe pas. Non-participation, mais c'est pareil, hein, ça reviendra au même. Donc, on a 6 non-participations. Qui ne participe pas? 1, 2, 3, plus les 2 procurations, ça fait 5. C'est ça, Monsieur Dautry, vous votez avec nous? D'accord. Donc, on note 5 non-participations. Est-ce que vous vous abstenez, Monsieur Dautry? Non? D'accord. Donc, vous votez pour, et donc la motion est adoptée. Délibération 33-19. Piscine du Pinsant, convention de gestion entre les communes d'Ezine et du Haillan. Approbation, autorisation, rapporteur, Madame le maire. Alors, vous le savez tous, nous avons inauguré notre piscine intercommunale le 11 mai dernier. Nous avions donc eu un premier document qui actait la participation respective donc, des 2 communes à la partie investissement. Il s'agit pour nous aujourd'hui de passer la convention avec notre ville voisine d'Ezine concernant cette fois-ci donc le fonctionnement de cette piscine. Donc la convention qu'on vous soumet, qui a été adoptée d'ailleurs à l'unanimité au conseil municipal d'Ezine, est une convention d'entente que nous proposons donc sur une durée donc de 30 ans, avec une gouvernance un petit peu particulière qui est composée d'une part d'un comité de pilotage et d'un comité technique. Le comité de pilotage étant constitué essentiellement donc d'élus, c'est-à-dire les maires et les adjoints délégués au sport, aux finances et au patrimoine, qui sont donc directement concernés, et le comité technique qui, comme son nom l'indique, réunira les techniciens de la ville, en particulier donc les directeurs généraux de services, les directeurs des services techniques, des finances, les responsables de services des sports et juridiques, ce qui est le cas à Ezine. Nous n'avons pas de responsable juridique puisque c'est le DGS qui assure cette fonction pour nous. Alors au niveau des modalités financières, ce qui a été convenu donc avec la ville d'Ezine, c'est que il a été calculé donc le montant des coûts d'exploitation sur la période 2014-2018, le fait que on a calculé donc une moyenne. Ensuite, à partir de là, bien évidemment, l'ouverture d'une piscine qui est plus grande, avec des horaires plus larges, a nécessité forcément des recrutements, par exemple, de maîtres nageurs supplémentaires. Et donc, il y a un surcoût par rapport à l'ancienne piscine. Et donc, cette partie, ce fameux surcoût, sera donc réparti entre nos 2 villes, avec un tiers du surcoût d'exploitation par rapport au coût moyen calculé donc, de 2014 à 2018, comme je vous l'expliquais précédemment. Donc un tiers pour le Haillan, 2 tiers donc, pour la ville d'Ezine, grosso modo. Et ce sera la même répartition qui sera faite en cas donc, de travaux de maintenance lourde. Si jamais nous avions un pépin technique grave sur cette piscine, ce que nous ne souhaitons pas, a priori elle est neuve, donc normalement on s'est acheté une certaine tranquillité d'esprit pour quelques années, du moins nous l'espérons. Voilà. La convention fixe par ailleurs les modalités de sortie des 2 parties, donc pour mettre fin à la convention si jamais ça devait être le cas. Aujourd'hui, bien évidemment, ce n'est pas du tout notre intention avec Christine Bost, mais nous devons préparer l'avenir. On ne sera peut-être pas là dans 30 ans, c'est même peu probable. En tout cas, moi, ce n'est pas mon souhait. Et donc, il y a les modalités de sortie qui sont prévues et par rapport aux prises en charge respectives des 2 communes donc sur cette éventuelle sortie, et sachant que de toute façon, l'investissement, in fine, restera de fait à Ezine, puisque physiquement, la piscine est située donc, sur le territoire de la commune d'Ezine. Donc voilà pour l'essentiel. Peut-être avez-vous des questions, des demandes d'informations complémentaires sur cette convention? Non, rien de particulier, tout vous semble clair. Alors, Madame Guerre. Merci Madame le maire. Juste quelques petites informations. Vous dire que ce sont nos élèves de la grande section de maternelle jusqu'au CM2 qui vont pouvoir aller donc avec leurs écoles à la piscine. Ça, on ne peut que s'en féliciter. Le collège aussi, pour les élèves de 6e. Juste vous dire aussi qu'apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale qui s'inscrit dans le socle commun des connaissances et de compétences. Il y a l'attestation du savoir nager, autrement appelée ASSN, qui est visée au dernier palier du socle commun et qui doit être acquis au plus tard à la fin de la 6e. Cet apprentissage commence
dès l'école primaire et mieux lorsque c'est possible, bien évidemment, et nous pouvons le faire sur le Haillan dès la grande section de maternelle. Il doit répondre aux enjeux fondamentaux de l'éducation, à la sécurité, mais aussi à la santé et favoriser les diverses pratiques sociales, sportives et bien entendu de loisirs. La ville du Haillan s'inscrit donc dans la demande de l'éducation nationale en offrant un parcours de formation cohérent et le suivi des compétences acquises. Je rappelle qu'à l'école primaire, en ce moment privilégié de cet apprentissage, c'est le cycle 2. Prioritairement le CP et le CE1, mais bien évidemment, c'est encore le mieux et nous pouvons l'offrir sur notre commune dès la grande section de maternelle. Quant au savoir nager, son acquisition est un objectif des classes de CM1, CM2 et de 6e. Sa maîtrise permet d'accéder à toute activité aquatique ou nautique, susceptible d'être programmée dans le cadre des enseignements obligatoires ou d'activités optionnelles en EPS ou à l'extérieur de l'école. L'apprentissage de la nage peut se faire à tout âge. C'est un facteur de prévention des noyades. Nous avons 126 km de littoral en Gironde avec de nombreux lacs et de nombreux plans d'eau. Mais il faut savoir que ce sont les enfants de moins de 5 ans qui sont le plus particulièrement touchés par les noyades, notamment dans des bassins privés. Donc les accompagner dès la grande section de maternelle dans l'apprentissage du milieu aquatique est donc une question éducative certes, mais aussi une priorité vitale, une responsabilité qui nous incombe à toutes et à tous, à nous en tant qu'élus, mais également en tant que citoyennes et citoyens. Sachant que le savoir nager à l'école, c'est surtout savoir se déplacer, savoir ne pas paniquer quand on tombe dans l'eau et que l'apprentissage des 4 nages se fait en club. Voilà, je voulais juste terminer, Madame le maire, en vous disant que savoir nager, eh bien, on peut sauver sa vie, mais savoir nager, on peut aussi sauver celle des autres, et ce n'est pas neutre. Merci beaucoup de nous rappeler ces points fondamentaux. Monsieur Rouzet. Oui, Madame le maire, si vous le permettez, puisque aujourd'hui on a fait un focus sur le CCAS, je ne peux que me réjouir que le tarif unitaire de cette piscine pour les Haillanais soit de 2,50 €, ce qui permettra à beaucoup de gens de pouvoir y aller. Je rappelle également qu'actuellement le CCAS est en contact avec les associations ésinaises qui sont en relation avec la piscine afin que les passes asso, les passes seniors haillanais soient pris en compte par ces associations. Merci beaucoup. Nous avons un créneau d'ailleurs pour les seniors. Oui, pour tous les seniors haillanais, comme les seniors résinés, peuvent se rendre à la piscine le lundi après-midi, 15h à 16h de mémoire. Oui, c'est gratuit pour les seniors, oui. C'est tout à fait, c'est seniors. gratuit pour les seniors. Alors, moi, je rectifierai juste un petit point que mentionnait Philippe Rouzet, c'est que c'est vrai que l'entrée pour nous est de 2,50 €. Si vous achetez par carnet, ça revient à 2 € l'entrée, donc c'est quand même particulièrement compétitif. Pour ne rien vous cacher, on a déjà eu quelques mails un peu assassins d'habitants de villes voisines qui habitent à quelques centaines de mètres de la frontière et qui, eux, ont vu bien évidemment leurs tarifs augmenter parce que, ben voilà, on finance aussi les entrées peu chères des Haillanais et des Ésinais en faisant payer un petit peu plus cher ceux qui n'ont pas participé à la construction de la piscine. Et donc, ils n'étaient pas très contents parce qu'effectivement, pour eux, la somme est un peu plus importante. Mais bon, voilà, il se trouve qu'il est un peu normal aussi que nous ayons un tarif préférentiel puisque nous avons fait cet effort financier. Voilà. S'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, je vous propose que nous passions au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non plus, donc on l'adopte à l'unanimité. Délibération 34-19. Convention EFS, Le Haillan Ésine ADSBE, avenant numéro 1 à la Convention pour la promotion du don de sang bénévole. Rapporteur, Madame le maire. Alors, comme vous le savez sans doute, nous avons depuis maintenant plusieurs mois, on va finir par compter en années, un regroupement. Ça fait partie des choses sur lesquelles nous nous entendons aussi avec Ésine, au niveau donc d'une association de dons de sang bénévoles qui concernait initialement les Ésinais et auxquels les Haillanais se sont rattachés. Donc, l'association ésinaise avait signé avec la ville d'Ésine et l'Établissement français du sang une première convention qui lui permettait d'obtenir le label commune partenaire don du sang. Et donc, l'objet de la convention qu'on vous propose de passer aujourd'hui, c'est un premier avenant qui permet en particulier d'intégrer
la partie ayanaise en fait dans ce nouvel avenant. L'objectif étant de réaffirmer pour nos deux villes leur soutien à l'établissement français du sang et soutenir l'établissement français du sang dans tout ce qui concerne l'organisation et la mise en place des collectes mobiles et de travailler sur l'information et la sensibilisation donc, de nos administrés sur le don du sang. Ça marche très bien. On est notamment passé en particulier par les cartables des écoliers et les retours qu'on a, c'est que les Hayanais se mobilisent voilà, de manière de plus en plus forte pour donner leur sang. Je vous rappelle que le don de sang permet de sauver des vies et que régulièrement, à certaines périodes de l'année, l'établissement français du sang ne dispose que de stocks très limités, quelquefois de quelques jours, ce qui peut vraiment mettre en grande difficulté, notamment les hôpitaux qui sont amenés à faire des transfusions, etc. Donc, on vous demande de nous accorder la possibilité de signer cette convention, ce que nous ferons officiellement d'ailleurs vendredi soir, ici même, avec ma voisine Christine Bost, l'établissement français du sang, donc, et le président de l'association, M. Néel. Y a-t-il des questions sur cette convention? Pas de questions, pas de remarques. On vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc on l'adopte à l'unanimité. Délibération 35-19, salle de l'entrepôt, tarif des spectacles, décision, rapporteur, Madame le maire. Alors il s'agit là aussi d'une délibération que nous passons toujours à cette période-ci de l'année. Il s'agit d'arrêter donc les tarifs des spectacles pour la saison à venir, en l'occurrence donc la saison 2019-2020. Alors, pas de changement majeur sur la tarification que vous connaissiez déjà et qui avait été appliquée les années précédentes. Il n'y a qu'un changement, c'est que nous avions 3 têtes d'affiche dans l'année où traditionnellement le prix du billet d'entrée était aux alentours de 25 €. Et donc nous vous proposons simplement pour ces 3 spectacles de passer l'entrée non pas à 25 mais à 30 €. Pour une raison simple, c'est que même comme ça, on est pratiquement à la moitié de ce qui est habituellement pratiqué par les autres salles de la métropole bordelaise. Donc c'est très bien parce que ça permet de remplir les salles et on pense que 5 € ne fera pas une énorme différence. En revanche, pour le budget effectivement de la régie des spectacles, vous faites la multiplication, 456 entrées multipliées par 5 €, ça commence à faire une somme assez rondelette, ce qui permet de réduire le déficit de fonctionnement d'autant. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Alors je ne peux pas vous dévoiler aujourd'hui la programmation de l'entrepôt puisqu'elle est en cours de finalisation, mais vous recevrez normalement dans le courant du mois de juin dans vos boîtes aux lettres la nouvelle programmation dont je peux vous annoncer qu'elle sera riche et variée. Avez-vous des questions? Monsieur Chaigne. Non, juste une remarque, nous avons l'habitude de nous abstenir sur ces tarifs parce que nous n'avons pas les éléments pour justifier le bien fondé de ces tarifs, donc on va continuer de s'abstenir. Très bien. Oups, c'est noté. Donc, nous passons au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Alors, au niveau des abstentions, j'en compte combien alors? 6. C'est ça? Donc, 6 abstentions. Et donc, la délibération est adoptée. Délibération 36-19, subvention exceptionnelle pour l'achat d'un rideau métallique pour ASH Cyclo et VTT. Rapporteur Éric Fabre. Il y a 3 ans maintenant, l'ASH Cyclo a créé une section VTT dédiée en particulier aux jeunes. En 3 ans, cette section a atteint quasiment 85 jeunes qui pratiquent cette activité. Alors au début de l'activité, ils nous avaient demandé un petit espace de rangement pour pouvoir ranger quelques vélos. Maintenant, l'espace de rangement s'est avéré devoir être un peu plus grand. On a travaillé avec eux depuis quelques temps et on leur a permis de trouver, on leur a mis à disposition un local rue de Los sur la placette à côté de l'école. Il se trouve qu'il a fallu sécuriser pour ne pas laisser des vélos au regard, à la vue, etc. Et que cette section a des compétences techniques par certains adhérents et nous a proposé d'installer elle-même le rideau métallique. On a accepté. La condition, c'était que nous, on finance le rideau métallique, qu'il installe et que nos services techniques viennent valider l'installation technique proprement dite. Ce qui a été fait, et depuis les vacances de Pâques, maintenant, l'association est installée dans des conditions beaucoup plus décentes. Je ne dis pas que c'est Versailles, mais dans des conditions très intéressantes. Ça a un deuxième avantage, c'est que l'ASH VTT n'est plus dans l'espace de Bel Air au milieu des ALSH. Ça a posé parfois
quelques conflits d'usage le mercredi après-midi. Maintenant, on est assez serein de ce côté-là. Voilà, donc c'est une délibération qui propose d'octroyer une subvention exceptionnelle pour l'achat du rideau d'un montant de 1099,20 € à l'ASH Cyclo et VTT. Avez-vous des questions ou des remarques sur cette délibération? On passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non plus, donc on l'adopte à l'unanimité. Délibération 3719, subvention exceptionnelle versée à l'association Ayan Handball, rapporteur Éric Fabre. C'est une subvention exceptionnelle qu'on a l'habitude de passer pour d'autres associations qui consiste à financer la moitié d'un transport par an pour se rendre sur un événement qui concerne l'activité. Et là, le Ayan Handball a souhaité se rendre à Boulazac pour voir un match de Golden League féminin, pour aller voir l'équipe de France, notre équipe de France championne du monde. Et voilà, donc la subvention exceptionnelle s'élève à 370 €, vu que le montant du transport était de 740. Voilà. Y a-t-il des questions, des remarques sur cette délibération? Non, rien de particulier, donc on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Non plus, pas d'abstention. Donc on l'adopte à l'unanimité. Délibération 3819, dénomination de la placette située angle Morandière République. Rapporteur Monique Dardot. Bonsoir. Je vous propose de travailler sur les deux délibérations, la 38 et 39, puis il s'agit de dénommer une placette et une rue, et que la démarche a été la même pour ces deux délibérations, à savoir que depuis le début de la mandature, nous affectons des noms de femmes connues et reconnues à toutes nos nouvelles rues ou placettes, et c'est ce que nous avons fait encore une fois. Donc pour la placette qui se situe à l'angle de la Morandière et de la République, placette où nous avons planté l'arbre des 150 ans en 2017, si vous vous souvenez, nous proposons le nom de Square Julie Victoire d'Aubier. Cette femme est née en 1824 dans les Vosges et décédée en 1874 à l'âge de 50 ans dans les Vosges aussi. C'était une journaliste française, militante des droits de la femme, et surtout, ce qui est à noter, c'est que c'est la première femme à s'être inscrite pour passer le baccalauréat et à l'avoir obtenu, et c'était en 1861. Il faut noter aussi qu'elle a été la première femme licenciée en lettres en octobre 71 à la Sorbonne. À cette époque-là, la Sorbonne n'admettait pas les inscriptions des femmes à suivre les cours, on n'acceptait pas. Donc voilà la première délibération. La deuxième, ça concerne le lotissement, la closerie Flora. Alors ce lotissement, c'est celui qui se situe sur la rue Hustin, pratiquement en face de l'avenue de la République. Les travaux viennent de commencer. C'est un lotissement où il y aura 12 maisons et il y aura la voie d'accès à laquelle nous proposons de donner le nom de Flora Tristan. Flora Tristan parce que ça sera facile à retenir, parce que c'est la closerie Tristan. Et ensuite, Flora, pardon. Et cette dame, Flora Tristan, est née en 1803 à Paris et décédée à Bordeaux en 1844. C'est une femme de lettres, militante socialiste et féministe française, qui a en particulièrement travaillé sur le divorce des femmes et étant elle-même ouvrière de filature et dans des imprimeries, est une des figures majeures du débat social dans les années 40. Voilà, je vous propose donc de dénommer la placette Square Julie Victoire d'Aubier et la voie qui dessert le lotissement, allée Florent Tristan. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vote les deux délibérations ensemble? Il n'y a pas de problème? Bon. Donc, on rattrape notre retard. Hein. Vous vous rappelez que nous avons comme objectif d'arriver à la parité. Je ne sais pas si on y arrivera d'ici la fin du mandat. Il nous faudra peut-être au moins 1 ou 2 mandats de plus, mais nous progressons, puisque nous devons être aux alentours d'à peu près 20%, je pense, de dénomination de rues féminines par rapport à ces messieurs. Donc, on a encore un peu de marge. Y a-t-il des remarques ou des questions, Monsieur Gadiou? Oui, j'aimerais simplement une exception, et on l'avait demandé, c'est que
au moins qu'on ait une rue, une placette ou quelque chose qui ait le nom du colonel Arnaud Beltrame. Alors, je crois qu'on vous avait déjà répondu là-dessus. Moi, je ne suis pas forcément favorable d'abord comment dire, à céder à l'émotion. On est un peu trop, quelquefois, dans la réaction à l'émotion. Il y a, je pense, déjà beaucoup de voies ou de places ou de rues qui ont eu cette dénomination. Moi, je préfère continuer sur la voie que nous avons prise dès le départ, c'est-à-dire continuer à valoriser des femmes qui, elles aussi, ont été héroïques dans différents domaines. Donc, pour l'instant, ma réponse est non. Pas parce que je remets en cause l'héroïsme de ce monsieur, hein, il ne s'agit pas du tout de ça, mais je trouve qu'on ne laisse pas assez de place aux femmes et qu'elles méritent, quand on sera à la parité, on pourra se reposer la question. Voilà. Avez-vous d'autres remarques ou questions? Non? On passe au vote. Donc sur les deux délibérations, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc on les adopte toutes les deux à l'unanimité. Merci. Délibération 40-19. Bilan des acquisitions et cessions foncières 2015, 2016, 2017. Rapporteur Monique Dardot. Alors, toute autre chose. L'article 2241L du Code général dispose que le bilan annuel des acquisitions et cessions foncières réalisées par la ville donne lieu à une délibération du conseil municipal. C'est ce que nous allons faire. Ce bilan a déjà été annexé au compte administratif de la commune pour les années 2015, 2016, 2017. Mais ce soir, nous faisons la délibération pour ces années parce que nous ne l'avions pas fait. Alors, bilan des acquisitions sur 2015. Il s'agit d'un petit terrain dans la rue Gagarine, dont le vendeur était le Petit Forestier, c'est exactement la SCI du Caribou. Ce bout de voirie était cédé à titre gratuit pour le domaine public. En 2016, bilan des cessions. Au moment de la réalisation du parking Miotte, il avait été demandé par Bordeaux Métropole 2 parcelles afin de finaliser ce parking. Donc c'était également à titre gratuit. Ensuite, bilan des acquisitions en 2016. Afin de finaliser le cheminement doux le long du ruisseau, derrière la rue des Lys et la Tuilerie, l'ASL de la Morandière nous avait cédé à titre gratuit 3 parcelles de surface assez infime, 123 m², 90 m², 229 m², pour compléter ce cheminement doux. Toujours en 2016, Domo France nous a cédé aussi à titre gratuit 3 parcelles, 212 m², 660 m², 359 m², qui nous permettaient de reprendre des espaces nature en espace vert. C'est avenue Condorcet et avenue Descartes. Ensuite, toujours en 2016, la ville de Bordeaux a mis en vente aux enchères la maison de la Fontaine. Vous voyez où elle se situe, à Bel-Air. Et nous nous sommes portés acquéreurs pour 500 000 €, ainsi que d'un terrain adossé à cette maison. Cette maison, aujourd'hui, est devenue un logement d'urgence et le terrain est imaginé peut-être pour des espaces municipaux à venir. Le montant était de 500 000 €, je l'ai dit. Chemin du Maine, il y avait un terrain nu qui longeait le chemin du ruisseau, qui était très prisé par certains promoteurs qui avaient des ambitions assez fortes sur ce petit terrain de 323 m². Donc Bordeaux Métropole l'a acheté pour une somme de 151 339,06 € afin d'élargir, de consolider le chemin du ruisseau. C'est là où aujourd'hui il y a un jeu qui s'appelle
Le labyrinthe, merci. Ensuite, pour le groupe scolaire de la Luzerne, afin de le désenclaver entre la maison Édouard et la Luzerne, nous avons acheté un terrain à la famille Laporte de 40 000 euros. Ensuite, 2017, acquisition en 2017. Un ancien bâtiment en pierre, un terrain que nous appelons plus souvent une ruine, 5 allées de la Garenne, sur lequel nous étaient présentés un certain nombre de projets très régulièrement, des projets qui auraient pu être économiques, mais qui s'accompagnaient toujours d'une habitation que le PLU n'autorise pas, et puis nous sommes sous les courbes de bruit de l'aéroport. Donc nous avons décidé de l'acquérir pour peut-être en faire soit du stockage, soit de l'aménagement à venir. Ensuite, rue Ustin, au moment toujours du cheminement doux, de la continuité du chemin du ruisseau, la société nous avait autorisé à faire les travaux pour faire ce cheminement doux, mais la régularisation financière a été faite en 2017 pour un montant de 59 500 euros. Ensuite, l'acquisition de la maison Grossel, que M. Grossel avait donc mis en vente cette maison. Vous savez, vous vous rappelez tous que nous avons décidé de l'acquérir pour 290 000 euros et nous avons le projet de bar-brasserie qui est en train d'avancer à cet endroit-là. Transfert de biens aussi en 2017. L'aire d'accueil des gens du voyage a dû être transféré à Bordeaux Métropole. Ce transfert s'inscrit dans le cadre de la loi MATPAN. Voilà. Donc, nous vous demandons d'adopter le bilan des mutations pour ces années 2015, 2016, 2017, sachant que l'année 2018 sera présentée au prochain conseil municipal. Alors, y a-t-il des questions sur ce tableau complet qui récapitule plusieurs années? Monsieur Chaigne? Juste une petite remarque. Comme Madame Dardot l'a signalé, il s'agit d'un bilan annuel qui porte sur 3 ans. Alors oui, tout à fait, c'est un oubli, mais cela dit, d'un point de vue financier, c'était bien annexé en fait aux différents budgets que nous avons votés, notamment au compte administratif. Donc c'est plus de l'information. Effectivement, on rectifie un oubli formel d'avoir passé ces délibérations tous les ans. Voilà. Sur le fond, pas de questions particulières, c'était clair. Très bien. Donc il faut savoir que nous sommes peu acquéreurs en fait. Quand on regarde les montants, c'est pas forcément des sommes très importantes, mais c'est vrai que parfois il y a des opportunités qui se présentent et ça nous permet de faire de la réserve foncière, même si on n'a pas forcément de projet défini au moment où on achète. On est content d'avoir de la réserve foncière, c'est toujours important pour une commune d'en avoir parce que voilà, un projet peut arriver à un moment et on peut apprécier d'avoir donc un terrain pour y réaliser des équipements publics en particulier. Je vous propose que nous passions au vote. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Alors, une abstention. Et donc, la délibération est adoptée. Merci. Délibération 41-19. Fonds départemental d'aide à l'équipement des communes, FDAEC. Affectation de la dotation 2019. Décision, autorisation, rapporteur Jean-Michel Bousquet. Bonsoir chers collègues. Donc comme chaque année, le département a décidé de reconduire son dispositif d'aide aux communes, donc FDAEC c'est l'acronyme, afin de permettre à chacune de pouvoir renforcer ses équipements à destination de la population. L'enveloppe, comme vous le savez, vous en rappelez certainement, est votée au niveau du canton de Mérignac 1 à hauteur de 139 080 € cette année, basée, comme les années précédentes, sur 3 critères dans la reventilation par commune, la population, la superficie et le potentiel fiscal. Donc il est proposé cette année de financer, grâce à cet accompagnement d'une 50aine de milliers d'euros, pour être précis en 2019, ce sera 49 946 € pour la collectivité, de financer donc les équipements d'aires de jeu qui vont être réalisés sur la commune et qui ont été votés au budget 2019.
notamment l'aire de jeu d'importance qui sera située sur le secteur de la Luzerne. Donc, je voulais simplement souligner tout l'intérêt et la tâche que nous avons à cette aide du département et remercier Madame la conseillère départementale d'avoir défendu encore bec et ongle cette année cette dotation d'équipement pour la commune du Haillan notamment. Elle permettra aux enfants de la commune de pouvoir disposer d'une belle aire de jeu tout en modérant la participation du budget communal. Merci. Monsieur Mérian? Madame la maire, chers collègues, mesdames et messieurs, j'ai souhaité intervenir sur cette délibération parce qu'il m'a semblé important de souligner des valeurs qui nous sont chères, qui sont au cœur de notre projet municipal. C'est la participation citoyenne et la concertation. On peut difficilement imaginer co-construire des projets sans qu'ils correspondent réellement aux besoins des Haillanais. Et il nous a semblé que c'était exactement le cœur de ce sujet. On a souhaité proposer donc au conseil municipal d'affecter ces fonds à la réalisation d'aires de jeu. Et pour ce faire, on a mené une longue concertation qui nous a pris de longs mois, à commencer par des criques qui ont eu lieu sur tous les quartiers de la ville, et au sein desquels on a recueilli énormément de propositions de la part des parents, de la part des grands-parents, assez peu de la part des utilisateurs, parce qu'ils sont quand même encore assez jeunes, mais quelques-uns avaient de très bonnes idées et étaient très enthousiastes au regard des projets qu'on leur soumettait. Le conseil municipal des enfants a été largement consulté aussi et a émis des propositions auxquelles on n'avait pas forcément pensé, donc c'était très intéressant. Et enfin, les assistantes maternelles, qui sont elles-mêmes des utilisatrices plus que régulières de ce style d'aménagement, nous ont donné beaucoup d'idées aussi. Enfin bref, de beaux projets dont on attend impatiemment la réalisation. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres remarques ou questions sur l'affectation de SEFDAEC? Très bien, donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Pas d'abstention non plus, donc nous l'adoptons à l'unanimité. Délibération 42-19. Convention de mise à disposition de services de radiocommunication sur l'infrastructure nationale partageable des transmissions. INPT. Rapporteur Laurent Dupuis-Barter. Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonsoir. Vu la circulaire du ministre de l'Intérieur du 14 avril 2015 sur la généralisation de l'expérimentation portant sur l'intermodalité et interopérabilité sur les réseaux de radiocommunication entre les polices municipales et les forces de sécurité de l'État, vu la circulaire du ministère de l'Intérieur du 9 novembre 2018 sur l'interopérabilité des réseaux de radiocommunication entre les polices municipales et les forces de sécurité de l'État, considérant que dans ce cadre, les missions quotidiennes de la police municipale et de la police nationale, il convient de renforcer la coopération opérationnelle entre ces services en permettant des échanges permanents de sécurité fiables entre le groupe d'information et de commandement, c'est le CIC, et la direction départementale de la sécurité publique, la DDSP, de la police municipale de la commune du Haillan, considérant qu'il est nécessaire pour ces services nommés ci-dessus de transmettre immédiatement des informations opérationnelles nécessaires au bon sens des exercices de sécurité publique. Dans ces conditions, il vous est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire de signer une convention de mise à disposition des services de radiocommunication INPT entre le ministère de l'Intérieur représenté par Monsieur le préfet de la Gironde, maintenant c'est Madame la préfète de la Gironde, et Bordeaux Métropole, président et la mairie du Haillan. Très bien, donc oui, on rectifiera puisque nous avons désormais une préfète. Nous nous réjouissons, donc dans la délibération, donc il faudra qu'on le corrige. Y a-t-il des questions sur ce système d'interopérabilité? C'est bon, pas de problème particulier. Donc on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Non, pas d'abstention non plus. Et donc on l'adopte à l'unanimité. Je vous rappelle que nous avons donc un dernier conseil avant les vacances d'été. Il aura lieu le 26 juin prochain, donc à 18h30. On vous donne rendez-vous donc pour ce dernier rendez-vous avant la partie estivale. Et puis, bien évidemment, dans les bureaux de vote dimanche, où nous allons passer une bonne partie de notre journée. Bonne soirée à tous.